Vous écoutez Sounds Like Portraits, conversation avec des humains créatifs. Bienvenue, c'est Philippe Ingard. N'oubliez pas de vous abonner sur iTunes, Spotify, Stitcher ou Google Podcast et aussi de donner votre commentaire sur soundslikeportraits.com. Pour cet épisode, j'ai rencontré Pat Burgener, snowboarder olympique et musicien. En 2017 et 2019, il a réalisé 2 podiums aux championnats du monde et a décroché une 5e place pour la Suisse aux Jeux olympiques de 2018. Il compose également et chante sur scène, et c'est à l'occasion d'un de ses concerts à New York que je l'ai rencontré. Mais avant cette vie de succès, Pat a failli être interné dans un établissement psychiatrique. Pourquoi ? Parce que d'autres avaient peur de ses rêves. Des années plus tard, il revient sur ce qui est à la base de sa créativité sur la neige ou sur les cordes de sa guitare, suivre son instinct de vie qui parfois a été un instinct de survie. Il est temps de l'écouter et pour commencer, il m'a parlé de ce que toute sa vie, il a toujours cherché. Toute ma vie, j'ai toujours cherché à vivre un rêve et me lever tous les matins en faisant en fait quelque chose qui me motivait et qui me passionnait dans la vie. Je pense que je suis né avec un rêve, comme nous tous, et je suis passé par des moments très durs. Pourquoi est-ce que ce rêve d'abord t'a causé autant de problèmes ? Parce que je pense que beaucoup de gens n'aiment pas les rêveurs, parce on va souvent à l'encontre de la société, tu vois. Ça dépend quel genre de rêveur. Un chirurgien, si tu veux devenir chirurgien, tout le monde va être fier de toi et dira c'est magnifique, tu vas être le meilleur chirurgien, et là les gens te soutiennent dans ta folie de rêve. Mais quand tu décides de faire musicien ou sportif ou artiste ou peintre, c'est là où les gens te disent oui, mais il n'y a pas tout le monde qui réussit et je vois pas pourquoi toi tu réussirais. Et c'est là où le clash avec la société où tout le monde en fait ne croit pas forcément en toi. C'est ça le plus gros challenge d'un artiste, c'est de passer ce cap-là. Et toi, ton rêve, c'était d'exceller au snowboard, c'était ça le rêve au début ? Alors moi, mon rêve, ça a toujours été de vraiment me lever le matin et me dire j'aime ce que je fais. Et pour moi, à l'école, c'était pas le cas. Et j'étais hyper actif, j'avais envie de faire tout le temps du sport, je faisais le pitre tout le temps. Ce qui est drôle, c'est qu'à la base, moi, c'était pas d'être aux Jeux Olympiques et de faire une 5e place ou de faire des médailles aux Championnats du Monde. Moi, mon rêve, c'était d'être à la montagne, parce que la montagne m'avait apporté ce côté-là quand j'avais 10 ans, où je montais sur mon snowboard, je pensais à rien, je pensais juste à être. J'étais heureux. J'étais heureux, j'étais avec mes potes, et j'avais envie, je me disais, tant que je peux vivre toute ma vie sur une montagne à faire du snowboard, ça me va. Je peux être prof de snowboard, j'ai pas besoin d'argent, j'ai pas besoin de rien, j'ai juste besoin de pouvoir être là et je serai heureux. Dans ces années difficiles, tu as même failli être hospitalisé, je crois. Ah, j'ai failli être hospitalisé. Tout le monde disait qu'il fallait me mettre dans un hôpital pour les fous et tout ça. Et c'était vraiment ultra extrême, les gens s'en rendent pas compte. Et c'est drôle, je crois, j'ai des gens aujourd'hui qui me disent ouais, mais t'as la vie de rêve, t'as eu trop de talent, t'as eu tout ce que tout ce que tu voulais dans ta vie. Et moi, je dis, si tu m'avais vu dans ma phase entre 8 et 14 ans, t'aurais pas pensé de la même chose. Qu'est-ce qui t'a fait tenir jusqu'à réussir, jusqu'à passer le cap ? C'est la passion. La passion, c'est ce qui fait que tu. C'est comme quand tu écris un morceau, tu vois. T'as des morceaux que tu vas commencer et tu t'as pas forcément autant d'enjaillement dedans au début. Et ces morceaux-là, tu vas pas réussir à les finir parce que tu vois, logiquement, cet enjaillement se baisse peu à peu, tu vois. Ça fade. Et c'est quand t'as vraiment cette passion du fond du cœur dès le début que tu sais que ça va te faire passer tous les moments durs. Tu vois, il y a des moments très durs. Moi, il y a des moments où je me suis dit, je pense qu'il faut que j'arrête et tout. Et quelque chose qui est très important, je pense, dans la carrière d'un sportif, d'un artiste, c'est d'avoir un soutien, d'avoir une bonne équipe autour de soi. Quand tu as une mauvaise équipe et que tout le monde baisse les bras, alors que toi, tu n'as même pas encore baissé les bras, là, c'est très dur à continuer. Alors que moi, tu vois, j'ai une famille qui est super proche. J'ai mes frères, j'ai mon frère qui me manage, j'ai mon petit frère qui fait la musique. Même quand je perdais des sponsors et tout, mon grand frère me disait c'est pas grave, on va reconstruire ta carrière. On est reparti à zéro à 18 ans, tu vois. Alors que tout le monde disait voilà, il a raté, c'était prévisible et tout. Et puis aujourd'hui, maintenant, tu vois, je suis je pense, un des sportifs clés en Suisse, tu vois. Et tout le monde me prend comme exemple, comme ouais, t'as vu, il a construit son image,
il a fait quelque chose d'incroyable, maintenant il gagne sa vie avec ça, et voilà. Et tu vois, et les gens ils le voient comme si ça s'est fait de soi-même, mais en fait on a travaillé comme des malades pour ça, et ça c'est grâce à l'entourage. La confiance en soi, c'est ça qui est primordial pour continuer, pour persévérer, pour ne pas abandonner. Clairement, la confiance en soi c'est super important, mais de nouveau c'est quelque chose qui se construit, tu vois. C'est la confiance en soi, en fait tu as confiance en toi quand tu atteins tes objectifs. Et ça commence par peu, tu vois. Moi ça a commencé par pas aller en cours et gagner le match de foot à la place, tu vois, à la cour enfin, au moment de la pause. Et après, tu chopes confiance en toi, et après, tu crois en toi. La musique, c'était le meilleur exemple. Tu vois, j'ai commencé en jouant et chantant, et c'est quelque chose, je faisais vraiment par pure passion. Et au début, tu n'oses pas chanter devant personne. Et après, peu à peu, tu chantes devant une copine, tu chantes devant tes frères, tu chantes devant 5 personnes. Après un souper ou un anniversaire, tu vas chanter devant 10, 15 personnes. Et c'est comme ça que tu prends confiance en toi, et les gens viennent, te disent, en fait, c'est cool ce que tu fais. Et c'est là où tu prends cette confiance. Et tu finis par jouer devant 1000 personnes et t'es pas du tout intimidé. Oser, c'est ça la clé. Il faut oser en fait, il faut surtout oser se tromper, tu vois. Ce qui est dur, en fait, c'est de faire des choses que personne ne fait, tu vois. Et c'est là où tu deviens quelqu'un de courageux, et se tromper, ça fait vraiment partie du process, tu vois. Et les gens, en fait, voient l'échec comme un échec. Mais moi, je pense que l'échec, c'est la plus grosse leçon de vie que tu peux avoir. Et dans le sport, tu le sais très bien. Quand tu foires une compète, tu peux très bien te dire, ah, c'est nul, la vie c'est de la merde, j'ai tout raté, et pas vouloir regarder le passé. Mais si tu es vraiment intelligent, et c'est là en fait où moi j'ai commencé à exceller dans ma carrière sportive. On me dit, comment tu as forgé ton mental? Parce que à 16 ans, j'avais un mental de merde. Je faisais des compètes, je craquais je crack under pressure, j'arrivais pas à tirer jusqu'au bout. Et en fait, j'ai forgé mon mental avec l'expérience. Et l'expérience, c'est savoir se tromper, regarder ce que tu as fait de faux et apprendre de tes erreurs. So why don't you come ahead and show me the way down? I need a sweeter like you to show me the way down. Why don't you come ahead and show me the way down? Someday I'll be home after the long dusty way. Comment est-ce que tu as rejoint l'équipe nationale suisse alors que tu n'avais que 14 ans? Comment ça s'est passé? Ça s'est fait ultra naturellement. Et c'est une bonne question, tu vois. Tout le monde me dit, mais comment tu y arrives? Et il y a plein de parents, ils viennent chez moi, ils font, ah, mais comment t'as fait pour? Et moi, je dis, donnez la chance à votre gamin de faire ce qu'il veut. Il va de toute façon exceller dedans, et ça se fait comme ça. Moi, je vois tu vois, là, récemment, j'étais en entraînement, et mon entraîneur rentre, il fait, ah, il y a ce jeune-là de la région qui était totalement inconnu. Il me dit, ouais, je l'ai vu, il est vraiment bien. Et moi aussi, maintenant, ce qui est beau, c'est qu'aujourd'hui, dans mon succès, j'adore voir les jeunes et les prendre un peu sous mon aile. Tu vois, là, il y a un gamin de 12 ans qui est en Suisse, qui est, pour moi, qui a un super talent. Et j'adore prendre ces gamins, ils ont une énergie incroyable, et les prendre sous mon aile, et puis aussi les motiver à continuer. Parce que, justement, je pense que, comme je disais, l'entourage fait beaucoup. Et c'est ça qui fait que tu peux vraiment exceller dans ce que tu fais. Et moi, tu vois, à 14 ans, ça s'est fait vraiment super naturellement. J'ai rien fait en fait. J'avais juste l'impression, pour moi, dans ma tête, c'était je suis content, je suis sur la montagne, je fais ce que j'aime. Mon père m'a amené à deux, trois petites compètes, et après, bien sûr, tu deviens, ah, j'ai gagné mon premier snowboard à 13 ans, et après, tu veux plus, et tu veux plus. Et après, je me suis retrouvé à 14 ans dans la finale de la plus grosse compétition au monde, tu vois. Je reviens à ce jeune sportif que tu chaperonnes comme ça en Suisse. Qu'est-ce que tu apprends de lui? Bah, en fait, les enfants, je pense que jusqu'à l'âge de 14, 15 ans, en fait, ils ont juste qu'une chose en tête, c'est de vivre. Ils vivent vraiment le moment présent. Et ils ont ce truc ultra instinctif. Ils ont un instinct qui se perd vraiment avec l'âge. Et c'est ça qui fait la différence entre les jeunes de 12 et les adolescents de 16. Après, tu passes par la phase où tu commences à te poser vraiment des questions, où tu réalises qu'il faut que tu bosses, où tes parents te disent qu'il faut que tu payes ton loyer. Et toutes ces choses, en fait, de nouveau, c'est beaucoup de l'entourage. Tu vois, moi, on a une famille libanaise. Ma mère nous a dit, même si vous ratez votre vie, vous pourrez toujours venir à la maison, vous serez toujours les bienvenus, et tu te sens soutenu, tu vois. Et c'est important, je pense.
c'est ça en fait. Et ces jeunes, ils ont ce truc ultra instinctif où sa mère lui dit mais fais pas ci, fais pas ça. Et lui, il en a rien à foutre. Il continue à rider, il ride, il ride. Il a toujours le grand sourire. Il est ultra positif. Et la positivité, c'est quelque chose qui se transmet et c'est prouvé. Tu vois, j'ai lu ce livre, Seat of the Soul, qui parle très bien de ces fréquences entre les humains. Tu vois, et quelqu'un qui est positif a des fréquences plus élevées que quelqu'un qui est négatif. Et moi, je ressens clairement ça. Et c'est pour ça que quand je vois ce jeune, je suis super heureux. Lui, il m'amène beaucoup parce qu'il m'amène cette positivité. Et moi, des fois, quand je rentre dans mes idées, quand j'ai des journées où je me pose trop de questions sur mes figures, sur comment je vais faire pour la saison, je regarde ce gamin et il vient avec un grand sourire et me fait ça va, Pat. Je fais allez, viens, on fait quelques runs ensemble et direct, j'oublie. Je rentre dans cet instant présent. Je reviens à ce moment difficile. Il y a eu des accidents, il y a eu des blessures. Qu'est-ce que tu as appris de tes blessures physiques? En fait, les blessures, ce qui est beau dans le sport, et j'en parlais avec mon entraîneur il y a quelques semaines, c'est que tout le monde a des problèmes, a des défauts dans sa vie. Personne n'est parfait. Tu vois, tu peux être égoïste, tu peux être arrogant, tu peux être. Enfin, toutes ces choses. Et en fait, dans une vie normale, si tu es banquier ou je ne sais quoi, tu vois, si tu es vendeur à la coop ou je ne sais quoi, tu peux vivre toute ta vie avec ses défauts et pas t'en rendre compte. Parce que tu vas vivre et tu vas toujours passer. Tu vois, les humains, c'est ça, c'est là où on est fort, c'est on arrive à s'adapter, on arrive à passer tous les caps. Et moi, je vois aujourd'hui des gens autour de moi, je me dis, mais comment tu peux vivre comme ça? Je les vois super stressés avec leurs enfants, avec ci, avec ça. Tellement de choses qui les dérangent. Et tu vois, pour la moindre chose, ils partent au quart de tour, ils s'énervent pour des choses totalement débiles. Et avec le sport, l'avantage, c'est que quand tu as quelque chose qui va pas dans ta vie, tu vois, si tu te stresses pour des petites choses et tout, tu vas arriver sur la montagne, le moindre truc, ça va te stresser, tu vas te blesser. Et en fait, les blessures viennent direct. Quand t'es pas bien dans ta vie, si t'es égoïste, ça va retomber sur toi. Tu vas arriver au compète, tu vas pas être calme, tu vas pas avoir. Enfin voilà, et c'est en fait, t'es mis face aux blessures quand t'as quelque chose qui va pas dans ta vie et tu regardes tous les gens qui sont vraiment bien et qui se blessent pas. Les athlètes autour de moi sont super calmes, ils ont cette paix intérieure. Ce que tu es en train de dire, c'est que les blessures sont révélatrices d'un manque de paix intérieure, c'est au fond. C'est exactement ça en fait. Ça te montre le droit chemin, disons. Si t'es bien, tu te blesses pas. Si t'es pas bien, tu te blesses. Et il faut juste savoir apprivoiser les blessures en fait. Et vivre avec et apprendre des erreurs. Moi, quand je me suis blessé les premières fois à 16-17 ans, je disais non, mais ça arrive. Tout le monde me disait mais tu veux pas analyser ci, ça? Est-ce que peut-être t'aurais pu faire ça? Et en fait, tu te blesses pas à cause du moment où tu t'es blessé. Tu te blesses parce que dans ta vie, il y a quelque chose qui va pas, tu vois. Est-ce que tu prends des risques de la même façon qu'avant, aujourd'hui? Le truc, c'est que ouais, je dis toutes ces belles choses et tout, mais je fais quand même un sport qui est pas à l'abri de l'accident, quoi. C'est quand même un sport extrême et chaque fois que je suis en montagne, en fait, je suis vraiment en train de me battre entre cette tête, tu vois, ce subconscient et ce conscient et me dire, est-ce que je peux faire cette figure maintenant? Tu vois, tu es sur la montagne, tu as une journée. Est-ce que je la fais? Est-ce que je la fais pas? Et c'est toujours ces décisions, en fait. Et c'est là où je dis qu'il faut être ultra lucide. Et si t'es pas lucide, si t'as des pensées en tête, si t'as une copine qui te fait chier, si t'as, je ne sais pas, tu vois, toutes ces choses qui peuvent être dans ta tête, c'est là où tu n'arrives pas à prendre les bonnes décisions. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment avoir cette liberté interne pour prendre les bonnes décisions. Et c'est ce que j'ai appris en fait. C'est ce que j'ai appris avec les blessures. Et aujourd'hui, je le gère super bien. Mais comme je dis, je ne suis jamais à l'abri du drame, enfin du drame, de la leçon de vie. Et aussi, j'ai de plus en plus de choses avec la musique aujourd'hui. Ça me prend beaucoup de temps et je suis en train d'expérimenter en fait ce truc. Et en fait, maintenant, je suis plutôt dans un autre niveau où c'est plus ce travail avec mon mental, c'est plutôt ce travail avec ma gestion d'énergie parce que j'ai beaucoup de choses qui arrivent et comment est-ce que je trouve cette balance. We're living for today, and it's our only way. We are living for today, and it's our only way. I ripped off my mind, but I can't rewind. You stay in my mind, I keep on living and make it kind. I will leave you behind. Forget the past and live for the day. À propos de ta créativité, quand tu fais des figures, est-ce que tu inventes des figures de snowboard ou est-ce que tu réalises des figures que d'autres ont imaginées?
En fait, là, je suis au niveau où où je suis clairement en train de chercher comment inventer, comment faire. Mais t'inventes pas tous les jours des figures, tu vois. C'est comme, c'est pas une musique, un style musical. Tu bosses sur les choses qu'il y a, que tu connais, que t'as pu analyser des autres. Et d'un coup, t'as le côté, ce côté génie qui ressort une fois chaque année, chaque 2 ans. Et tu viens avec une nouvelle figure. Et moi, j'ai sorti une nouvelle figure l'année passée et c'était magique, tu vois. Mais tu le fais en fait sans trop le réaliser. C'est comme quand tu écris un tube ou comme quand tu écris comme je pense quand tu fais une œuvre d'art. Je pense que Picasso, quand il faisait ses tableaux, il pensait pas, ah ça c'est magnifique, c'est une œuvre d'art. Il était juste en train d'exprimer quelque chose. Et après, ça venait. Et cette figure que tu as inventée, ces figures que tu inventes, elles portent ton nom ou quel nom portent-elles? Là, j'ai fait une figure et ça s'appelle le Burg Air. Parce qu'on dit burger. Enfin, on a trouvé un peu un nom drôle. Mais c'est vrai que c'est drôle parce que tu vois, dans les compétitions internationales, ils disent ah, il a fait le burger. Et ils comprenaient pas vraiment, ils disaient le Burgener flip. Et il y en a qui disent le burger flip. Enfin, ils disent n'importe quoi, mais c'est pas grave. Mais tu vois, c'est drôle parce que tu dis, c'est quand même un monde. Tu vois, dans le monde entier, j'ai fait une figure et les gens en parlent aujourd'hui. Tu vois, à la télé, en live, je la fais. Ah, c'est ça. Et ça, c'est des gros accomplissements de vie. Quand on pense à une figure de snowboard pour quelqu'un d'extérieur, c'est difficile de se dire qu'est-ce que tu as pu apporter. Est-ce que c'est une torsion du corps, c'est un saut, c'est quoi? C'est composé de plusieurs choses. Sur moi, cette figure-là que je vous parle, c'est juste un mouvement bizarre parce que je pars et on a l'impression que je vais ratterrir à l'endroit alors que je fais un mouvement bizarre et je ratterris à l'envers. Enfin, c'est un truc un peu pas très compréhensible. Et après, tu as l'autre côté, tu as les figures vraiment ultra techniques où là, typiquement, Yuri, mon collègue d'équipe qui avait inventé avant les Jeux Olympiques de Sochi, c'est cette figure qui lui a fait gagner les Jeux Olympiques. C'est quelque chose genre que tout le monde partait sur le triple salto en pipe, en half pipe. Et lui il s'est dit, attends, je vais faire deux, mais avec une rotation de plus. On n'avait jamais vraiment pu réfléchir. Et ça, pour moi, c'était vraiment quelque chose de génie. C'est du génie, tu vois, parce moi, aujourd'hui, je suis en train de bosser sur cette figure. Et j'essaie de réfléchir comment la faire. Et lui, il y a 4 ans de ça, il l'a faite instinctivement. Et en fait, c'est ça, c'est dans tout l'art, la conclusion un peu de ce côté créatif, c'est que l'art, pour créer, tu dois avoir ce côté instinctif. Et c'est là de nouveau aussi, on reparle des enfants, ils ont ce côté instinctif. Ils n'ont pas l'expérience. Et c'est en fait, quand tu veux être un artiste ou un sportif de haut niveau, et quand tu arrives vraiment à exceller et à rester à haut niveau, c'est quand tu arrives à à retrouver ce côté instinctif de quand tu es enfant, mais en même temps de mettre l'expérience avec. On va parler de la musique, de ce qu'elle apporte à ta vie. Mais dis-moi, toi qui as déjà fait 2 podiums au championnat du monde en 2017 et en 2019, et puis surtout une 5e place aux Jeux Olympiques en 2018, quel a été le souvenir le plus fort lors de ces Jeux Olympiques? Le souvenir le plus fort, en fait, c'est l'expérience, c'est ce que tu vis là-bas. Tu représentes ton pays. En fait, c'est un gros honneur et c'est vraiment un moment où tu arrives dans ta vie, c'est un peu le pic, tu vois. Et à ce moment-là, quand tu es aux Jeux Olympiques, tu as tous ces moments qui reviennent dans ta tête où tu as tes profs qui disaient tu seras jamais rien, tous ces gens qui n'ont pas cru en toi quand tu t'es blessé, tous ces trucs-là, ça revient dans ta tête et tu es juste tellement en paix avec toi-même parce que tu dis je suis arrivé ici. Et en fait, tu réalises qu'il n'y a pas tout le monde qui arrive, tu réalises que c'est super select, que voilà, tu es aux Jeux Olympiques et en plus de ça, tu vois, on parlait de confiance en soi, comment tu chopes confiance en toi, c'est exactement dans ce genre de truc. Et moi, j'ai fait, tu vois, après ma 5e place, j'étais vraiment, j'étais vraiment en haut de la montagne. Je disais, ok, j'ai fait ce qu'il fallait. J'ai pas, même que j'ai pas fait la médaille, et bien sûr, dans ma tête, je me disais, ah, j'étais si proche, j'aurais pu, ici, c'était 2 points proches. Mais ça m'a donné la motivation pour continuer cette magnifique aventure. Tu vas me dire, ok, je vais aux prochains Jeux Olympiques, peut-être que là, ça passera. En vrai, ce qu'il faut pas oublier, c'est que les gens voient ça et ils se disent, ouais, c'est incroyable, il a une vie de rêve. Voilà, ils voient les côtés positifs. Et moi, j'aimerais vraiment en fait parler de cette chose qui se passe après les Jeux Olympiques. Parce que c'est surtout ça qui est intéressant. C'est qu'en fait, tu as un gros vide, tu vois. Parce que tu as atteint le sommet de la montagne et tu restes pas en haut. Tu vois. À un moment donné, tu redescends. Et en fait, c'est en descendant que ça devient très dur. C'est maintenant, en fait, au-delà des blessures, c'est une autre manière d'apprendre sur la vie. C'est ces descentes-là qu'il faut savoir gérer. Et je pense que c'est le step le plus important. En fait, c'est exactement là-dedans que je suis. Tu vois, j'ai fait ma carrière, je suis passé par pas de blessure, le jeune super talentueux qui faisait
tout ce qu'il voulait quand il voulait. J'ai eu les blessures, j'ai appris sur les blessures. J'ai eu ma carrière qui est remontée et maintenant j'arrive au niveau où c'est drôle parce que je regarde des films comme Elton John ou des films sur Bohemian Rhapsody, sur Queen et en fait je suis dans cette gestion-là de t'as tout ce que tu veux mais à des moments ça retombe, tu vois. Et il faut savoir gérer cette descente parce que c'est là où en fait beaucoup d'artistes ou de sportifs partent du côté obscur. Ça me fait penser que le snowboard, c'est ça, c'est monter, c'est faire une figure et redescendre. C'est un peu la métaphore de ma vie. Moi, c'est vraiment, c'est incroyable, mais c'est quelque chose qu'il faut vraiment savoir gérer. Et c'est ça, en fait, le next step maintenant dans ma vie, c'est de savoir gérer ses hauts et ses bas parce que mais ma vie, c'est vraiment une montagne russe en ce moment. Tu vois, je viens à New York, je fais 2 concerts, j'ai des soirées avec des potes et je rentre et d'un coup, j'ai un jour de vide. Et en fait, c'est ces journées de vide qui moi, me font très peur parce que de plus en plus, j'ai tendance à vouloir toutes les enlever. Donc je dis, ok, j'ai un jour de vide, ok, on organise un concert. Ok, j'ai un jour de vide là, on fait un tournage vidéoclip. Ah, j'ai un jour de vide, bah, je pars à Los Angeles, je vais écrire des musiques. Et en fait, je suis constamment en train de faire quelque chose. J'aime pas être une journée là à rien faire. Genre, c'est quelque chose que je peux pas. Et en fait, j'essaie de voir qu'est-ce qui peut m'amener quelque chose. Et je pense que tout le monde doit essayer de trouver cette chose. Pas regarder la télé, pas prendre des drogues, pas boire comme un alcoolique. Je pense qu'il faut il y a des choses dans la vie qui peuvent t'amener ce côté-là, tu vois, sans passer par ces alternatives. Moi, la musique, c'est ce que je ressens, tu vois. Je me dis, j'ai une semaine de pause avant ma saison. Pour moi, mon idéal repos, c'est aller à Los Angeles, me poser dans un studio et, tu vois, et faire de l'écriture musique. Parce que c'est là où tu travailles ta tête. Travailler la tête, c'est super important. C'est comme lire un livre. Ça te fait réfléchir, ça te fait réfléchir sur ta vie, ça te fait sortir tous les côtés négatifs et positifs. Tu arrives à t'exprimer en fait grâce à la musique. Et moi, l'idéal, c'est ça, me poser, enregistrer des musiques. C'est ça qui m'amène cette paix intérieure. Et en fait, c'est comme un bouton reset. Quand je me pose en studio, et c'est surtout ça que la musique m'a apporté. Dans toutes les vies, tu vois, que tu sois banquier, que tu sois je ne sais quoi, sportif, artiste, tu as toujours cette chose. Tu dois exprimer ce que tu as au fond de toi. C'est comme si ta copine te quitte, tu vas être au fond du bac. Si tu exprimes pas ce que tu as au fond du cœur, ça va rester dans ton cœur et ça va rester coincé en toi. Et c'est des frustrations qui vont rester toute ta vie. Ta copine peut te quitter un jour où il pleut et chaque fois qu'il va pleuvoir, le restant de ta vie, tu vas pleurer parce que chaque fois qu'il pleut, ça va te rappeler ce moment-là. Et en fait, quand ces choses-là, ces événements arrivent, et ça arrive tous les jours, c'est que en fait, tu as gardé quelque chose au fond de toi et tu l'as pas sorti. Et la musique, pour moi, c'est exactement ça. Ça me permet d'exprimer toutes ces choses, toutes ces frustrations, toutes ces questions, toutes ces émotions. Et c'est ça, en fait, qui m'aide à beaucoup avancer dans ma vie et à me restabiliser à chaque fois. Pour l'écriture, comment est-ce que ça se passe? Est-ce que c'est purement instinctif? Est-ce qu'il y a des gens qui t'aident? Comment ça se passe? Là, j'ai des gens qui m'aident. Au début, j'ai commencé tout seul. C'était vraiment un projet. Ce que j'avais au fond de mon cœur, je l'exprimais. Et c'est vrai que la musique, c'est quand même quelque chose où tu as envie de toujours plus. T'as vraiment envie d'avoir des bonnes musiques. Et pour ça, moi, je collabore maintenant avec que ce soit mon petit frère, que ce soit un producteur bah, que j'ai à Los Angeles, justement. Et ces personnes-là, en fait, t'apprennent à sortir le mieux de toi-même. Parce que moi, il y a des idées, en fait, où dans la créativité, je pense que le nombre parfait, c'est d'être 2 à 3 personnes en studio. Et le truc, c'est que moi, il y a des choses que je vais sortir de moi instinctivement, mais que je vais pas forcément m'en rappeler ou me dire ça c'était bien. Alors que cette personne de l'extérieur, moi, je vais chanter quelque chose. Et c'est ça, typiquement, la musique de Long Game, ma musique préférée que j'ai enregistrée. Je chantais un refrain, et puis il me dit ça, c'est vraiment bien. Et moi, je dis mais t'es sûr? Et puis il me dit oui, oui. Genre, va dans la chambre, travaille sur ce refrain. Je te jure que c'est ça la clé. Et moi, au début, j'y croyais pas. Je disais, mais non, mais c'est pas du tout catchy, c'est pas du tout bien, c'est pas du tout si. Et il me dit, ça, c'est la meilleure mélodie que j'ai entendue depuis un long moment. Donc, va dans ta chambre et bosse sur cette mélodie. Et c'est ce que j'ai fait. Et le morceau, finalement, j'écoute et je dis, en fait, il avait raison. Et c'est ça, en fait, qu'un producteur t'amène. Et c'est pour moi, c'est comme un coach en snowboard. Et en snowboard, c'est exactement la même chose. Parce que on arrive à un niveau où on est. Ce qui va vraiment nous amener au-delà de tout, c'est ce talent, ce truc instinctif. Et nos entraîneurs sont en fait là pour nous montrer le droit chemin, nous dire regarde, là t'as fait ci et là t'as fait ça, on t'a filmé. Et ils arrivent à voir quelque chose de l'extérieur que toi t'arrives pas forcément à analyser. Le snowboard et la musique, ce sont tous les deux des spectacles. Quel genre d'expérience est-ce que tu attends de tes spectacles avec le public?
En fait, j'ai un message à faire passer. Pour moi, que ce soit en snowboard. Et c'est ça, en fait, que j'adore en musique, c'est que j'ai toujours eu ce message à passer, tu vois, sur mes frustrations quand j'étais jeune et sur ce fait que j'aimerais vraiment que plus de gens puissent vivre leur vie, tu vois, et profiter vraiment de la vie. Parce que j'en ai marre de croiser des gens qui me disent ma vie c'est de la merde. Et du coup, le snowboard ça me frustrait un peu parce que je suis derrière mon casque et je faisais mes trucs. C'était vraiment un moyen pour moi de montrer au monde que je vivais ça, mais c'était dur de communiquer avec les gens. Et la musique, c'est ça que j'adore, c'est que je monte sur scène et je peux vraiment exprimer. Tu connectes directement avec les gens et tu peux exprimer quelque chose qui est super fort. Quelle est la phrase tout de suite qui t'inspire le plus? Une phrase que tu as en tête comme ça. Oh, c'est une bonne question ça. Une phrase qui est super importante à garder en tête, c'est que tout arrive pour une raison. C'est le dernier moment de l'entretien, je vais sortir de la pièce. S'il te plaît, prends le micro et ajoute ce que tu veux à l'entretien. Euh, c'est moi, Pat Burgener, seul dans une salle. Et je souhaite vraiment à tous les gens qui ont écouté cette interview une belle vie, plein de bonheur, plein de hauts et de bas. Tout fait partie de la vie, il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas cacher des événements, il faut juste en être fier, que ce soit des moments dramatiques ou que ce soit des beaux moments. Vivez-les à fond et profitez de la vie. Merci Pat d'avoir partagé ton histoire dans Sounds Like Portraits. Nous avons écouté 2 extraits de ces chansons, Show Me the Way Master et Living for the Day. N'oubliez pas de vous abonner sur iTunes, Spotify, Stitcher ou Google Podcast et aussi de donner votre commentaire sur soundslikeportraits.com. Musique Charmeuse de serpent, composée et dirigée par Olivier Glissant. C'était Philippe Ingard. À bientôt.